Bonjour Gaëlle Nohan, bienvenue à Saint-Étienne. Bon, je sais que vous êtes une habituée, Saint-Étienne. Vous adorez. Bon, une petite question avant que je lance l'interview. Pourquoi ces bougies, ce clin d'œil des bougies pour Jean-Claude Duverger à la fin du livre? Ça m'a intrigué. Parce que Jean-Claude, on a un petit rituel, il dépose des bougies pour faire un vœu pour chaque fois que j'ai écrit un nouveau livre. Et pas de bien, moi j'avais adoré le livre La part des flammes, et qui sort de de la charité, ça m'avait donné envie de lire. Donc j'ai lu ce livre-là, bon passionnant, une quête d'amour, une histoire vraie, une histoire et une quête impossible de l'amour, où un homme et une femme se rencontrent, improbable, et puis vous lancez votre histoire. Une histoire impossible, oui. Et impossible. Ouais. Entre une jeune fille bien élevée et un déserteur de la guerre de 14 ans. Et comment vous est venue cette idée de faire cette rencontre? En fait, la jeune fille, elle est inspirée par mon arrière-grand-mère. Et pendant la Grande Guerre, ma famille a accueilli un peintre roumain, qui pour les remercier avait peint un tableau. Et dans ma mémoire, j'avais déformé le truc quand j'étais petite et je croyais que c'était mon arrière-grand-mère qui avait caché un déserteur. Et ça m'a amusée de raconter cette histoire qui est une fiction d'enfant involontaire de ma mémoire. Donc vous déroulez l'histoire, bon, on va pas dire la fin, mais c'est vraiment une quête impossible. C'est pas possible qu'ils se rencontrent. Elle ment à sa mère, elle héberge en cachette, du chantage. Oui, la présence de cet homme dans cette maison qui est un peu sombre parce que c'est la guerre et qu'on s'y ennuie beaucoup, va fendiller l'ordre de la maison et bouleverser la vie de tous les personnages autour. Et comment il a été accueilli ce livre à Saint-Étienne et dans les autres fêtes du livre? Écoutez, il est plutôt bien accueilli. Je n'ai pas à me plaindre. Et est-ce qu'il court sur les prix littéraires? Je crois que vous courez sur les prix littéraires. Par contre, il est en lice pour le prix des écrivains de Marine. Voilà. Bon, bah, c'est menu. Merci Gaëlle Nohan, merci à vous. Bonne journée. Merci. Bonjour, en direct de la fête du livre Saint-Étienne, Alexis. Bonjour. On est très content de vous voir parce que moi j'ai adoré le livre. Merci. Cette histoire, c'est deux frères, c'est des relations fraternelles à travers le temps, mais j'ai trouvé ça extraordinaire à lire. C'est vraiment des personnages mais hors normes. Oui, c'est des personnages atypiques. En fait, c'est un livre qui est largement autobiographique. C'est inspiré de ma famille. J'ai de ma relation avec effectivement ce frère qui est un peu mon contraire. Donc il y en a un qui est un rêveur et surtout quelqu'un qui a des problèmes. Il est victime de... Il a le physique pas sympathique. Non, c'est ça. Il est victime de maladie, la maladie étrange qui s'appelle la dépnophobie. C'est-à-dire que c'est la peur de manger devant les autres. Alors que l'autre, au contraire, il est armé pour la vie, il est sorti armé du ventre de sa mère. Et c'est la relation entre ce frère aîné qui va protéger ce petit, qui va faire toute l'ossature du livre. Et au fur et à mesure de l'histoire, on ne va pas raconter l'histoire, mais il y a un qui est en phase ascendante et il y en a un autre qui est en phase descendante. Ouais. C'est assez bizarre, mais il se retrouve à chaque fois. Absolument. Le plus fragile des deux, celui qu'on croit voué à une mort certaine puisqu'il ne se nourrit pas, va faire de son handicap un atout et devenir un écrivain et un artiste, alors que l'autre est brillantissime, va renoncer à faire de grandes études pour se consacrer aux pauvres et à l'humanitaire. Et c'est vrai que c'est un grand écart pour eux deux. On n'imagine pas qu'ils sont frères dans l'histoire. C'est vrai que c'est un grand écart, mais c'était amusant de les mettre aux antipodes. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est le coup de théâtre final, parce que ce frère protecteur paraît un petit peu plus sombre qu'il ne l'est. Est-ce que vous pensez le faire adapter au cinéma? Parce que je le verrais bien au cinéma, ce Alors roman. D'abord, il va être adapté en bande dessinée, bien. Ensuite au théâtre, et on discute au cinéma, oui aussi. C'est vrai que ça fait... c'est une belle histoire. Ah, mais j'ai adoré. Est-ce que vous êtes sur la course des prix littéraires, quelque chose En fait, j'ai eu le prix Jacquin qui récompense le meilleur livre de la rentrée pour les librairies indépendantes. Je crois qu'il n'y a pas de plus beau prix que celui-ci. C'est librairie indépendante, c'est prescripteur. Voilà, très prescripteur. Et puis, il y a d'autres prix qui sont... j'en parle pas trop, mais il est sur la liste d'autres prix. Et c'est la première fois que vous venez à Saint-Étienne ou je ne sais pas? Oui, c'est ma première venue à Saint-Étienne. Je découvre la ville. Et qu'est-ce que vous pensez de cette fête du livre?
Ben, je la trouve incroyable. Je suis là depuis à peine 1 heure, il y a un monde fou, quoi. Et puis, je sais pas, c'est l'endroit, la place de l'hôtel de ville est très agréable. Le central. Oui, puis on sent vraiment une grande ferveur, enfin, vraiment des lecteurs qui recherchent la bonne littérature. Merci Alexis, merci à vous, merci. C'est moi. Et bon lancement. Merci. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur Chauvet. Bonjour. Bienvenue à Saint-Étienne, mais je crois que vous connaissez bien Saint-Étienne, spécialiste des verts. Je connais bien Saint-Étienne. J'y suis venu pour la première fois, je crois que c'était en 1977. Donc ça fait un petit moment. Et pas 76 alors. Alors en 76 non, parce que je faisais mon service militaire et j'avais vécu, disons à distance, toute l'aventure des Verts à cette époque. Et j'ai vécu ça dans une caserne avec mes copains militaires soldats, conscrits. Pas trop frustré de ne pas voir les matchs en direct alors. Je les ai vus en direct, mais à la télévision. Et donc, on sait bien qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de gens qui découvraient le football et Saint-Étienne par le biais de la télévision. C'était mon cas. Et en tout cas, on avait passé des soirées mémorables. Bon, vous connaissez tous les Verts, tous les ceux de 76. Alors, est-ce qu'ils vous racontent des petites histoires qu'on n'a pas entendues, des choses à réussir à les faire parler? Moi, mon sujet, c'était moins de raconter leur aventure sportive, parce que finalement, tout le monde la connaît depuis le temps, que d'avoir une approche plus humaine de leur équipe, et aussi une approche un peu sociétale, parce que disons que les Verts 76, c'était un vrai phénomène qui dépassait le cadre du stade. Et c'est ça qui m'a intéressé de voir avec eux. Est-ce que vous avez prévu pour participer aux festivités de l'anniversaire de la finale de 76? 40 ans déjà? 50? Alors, la question est, est-ce que je vais... Est-ce que vous participez? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Oui, il y a beaucoup de choses de prévues. Alors d'abord, il y a ce livre-là qui n'est pas un livre officiel, mais en fait, le club participe quand même, puisque donc organise 2 séances de dédicaces les 18 octobre, c'est-à-dire samedi prochain à l'occasion du match Saint-Étienne-Le Mans, puis une autre le 13 décembre à l'occasion du match Saint-Étienne-Bastia. Et puis il y a d'autres initiatives qui vont être prises, dans le premier semestre 2026, qui sera donc à l'approche de l'événement au mois de mai 2026, qui marquera évidemment le 50e anniversaire de la finale de Glasgow. Et comment il est reçu le livre par les supporters? L'accueil? Bon, hier, vous avez vu que hier, c'est le lancement hier. Alors je peux pas vous dire, Vous avez pu en parler un peu? Je peux pas encore vous le dire, parce qu'effectivement il n'est pas encore sorti officiellement dans les librairies. Il sera à disposition d'ailleurs à partir de la semaine prochaine à la boutique des Verts et au musée des Verts au stade Geoffroy-Guichard. Bon, d'ici là, j'ai eu un accueil plutôt chaleureux et sympathique hier pour la première journée de la fête du livre. Mais bon, tout ça reste à confirmer, c'est comme en football. Merci M. Chaumier et bon lancement. Merci à vous. Bonjour Frédéric. Bonjour. Couder. Très content de vous revoir à la fête du Saint-Étienne. Oui, moi aussi, c'est la 4e ou la 5e fois qu'il Et j'avais vu tous les livres de vous, c'était Yona, ou le dernier Chant de la mer, Aucune pierre ne brise la nuit, Hors d'atteinte. Et maintenant vous venez pour un dernier livre, Les secondes sciences. Mais de quoi il parle ce livre? L'Algérie, j'ai bien compris? Oui, alors je poursuis toujours un petit peu mon voyage à la fois dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire qu'il y a toujours dans mes bouquins une partie contemporaine, aujourd'hui, savoir un petit peu comment on a digéré finalement la grande histoire. Et à chaque fois, je m'attarde sur un lieu et un événement. Alors là, le livre commence dans un musée, à Alger en 1962. Un lieu mais vraiment formidable qui s'appelle le musée des Beaux-Arts d'Alger, qui n'a jamais été traité en littérature. C'est quand même le 5e musée français, avec des œuvres datant de la Renaissance jusqu'aux impressionnistes. Et figurez-vous que ce musée, alors là pour de vrai, a du jour au lendemain, sous la menace principalement de l'OS, a dû déménager au Louvre ses tableaux. Évidemment, des tableaux ont disparu, je me suis dit c'est extrêmement romanesque. Donc on va suivre un tableau d'un grand maître de la Renaissance qui, pendant ce fameux déménagement au Louvre, on va perdre la trace. Et donc dans une famille, représentée par une conservatrice et bien des années plus tard sa fille,
eh bien, en fait, on va reconstituer un petit peu toute leur histoire. Et comment vous avez eu cette idée? L'Algérie, ça vous change les pays? Vous tournez beaucoup sur les pays. Et À puis chaque pourquoi l'Algérie cette année, cette fois-ci? Il y a comme un lien, voilà, évidemment, hein, il y a un lien très fort entre nos deux pays. Il y a un lien très fort, évidemment, avec les Français d'Algérie. Et je trouve que le sujet est toujours hystérisé. C'est-à-dire que pour la première fois, moi j'essaye de faire un bouquin où je suis ni d'origine maghrébine, ni pied noir. Et en fait, il me semble que tellement d'années après, on peut considérer que c'est un lieu beau, on peut considérer que les thèmes, il faut vraiment moins les hystériser, les dépassionner, rassembler les gens. Alors le paradoxe dans ce que je vous dis de tout ça, c'est que j'avais une position un peu extérieure, en considérant que il y a eu des choses terribles qui se sont faites pendant la colonisation, il y a des gens qui n'étaient pas du tout non plus responsables de ça, qui a donc un immense malentendu, et que se situer ni dans un camp ni dans l'autre, ça peut être pas mal pour le roman, la fiction, et le lecteur prendra position. Le truc qui est un petit peu amusant, c'est que une fois le livre fini, un petit peu par hasard, j'ai découvert que ma grand-mère était née à Oran. Et donc en réalité, je suis petit-fils de pied noir. Ah, une belle surprise. Voilà, non, Retour aux sources. Alors c'est une surprise et en même temps ça l'est pas, parce que moi je veux pas du tout avoir les épaules pleines de tout ce truc, de toute cette... On appelle ça la nostalgérie. Et pour moi c'est un folklore et je veux pas du tout être là-dedans. C'était une période, il y a vraiment des abominations de colonisation. Hein. Mais en même temps je veux pas du tout être... Et en même temps le discours victimaire me pèse aussi. Donc on est dans du roman. Et surtout, je pense qu'il faut en sortir, quoi. Et il y a un tel poids. Et comment il est reçu le livre alors? C'est les pieds noirs qui viennent acheter le livre ou c'est... Pour le moment, j'en sais rien. Il n'y a pas si longtemps à Paris, alors je me suis aperçu qu'à Saint-Etienne, il y avait une bonne communauté en fait de pieds noirs et donc ils l'ont vachement aimé. Je pense que cette idée de dépassionner, de justement pas être... de pas avoir un discours, je ne sais pas le mot militant, mais c'est pas un roman à thèse, quoi. Et donc c'est pour ça que le tableau est là, nous sert vraiment de fil directeur et c'est aux gens après de se positionner par rapport au truc. Et n'empêche que c'était un lieu magnifique. Donc moi je suis beaucoup aussi sur la géographie d'une baie absolument parfaite avec des bâtiments absolument parfaits et des gens qui sont nés là, veulent rester là. Donc c'est vrai qu'on a un couple au début du roman qui va se former, Madeleine et Adrien. Et lui, il n'a aucune envie de partir en fait. C'est un artisan issu d'un milieu ouvrier, Adrien, il est menuisier. Il va se retrouver au musée parce que les tableaux, il faut les emballer pour les amener au Louvre. Mais en fait, il veut rester. Alors on leur a donné un nom, c'était Pied Rouge à ces gens. Mais en réalité, il va découvrir que Madeleine, elle aussi, elle a plusieurs identités. Et elle est conservatrice, c'est ce que je peux déjà lâcher dans le roman, c'est qu'en fait, elle n'est pas pied noir, en réalité, elle est berbère. Et ce qui m'amuse, c'est dans un roman, c'est de bousculer toutes les lignes. C'est-à-dire de montrer qu'en réalité, dans un roman, ça n'a aucune importance d'être d'origine européenne, c'est-à-dire essentiellement espagnol quand on était pied noir, ou d'être d'origine judéo-berbère ou juif. Enfin, les judéo-berbères étaient très importants. Et moi, j'ai envie de montrer ça. J'ai envie d'être sur quelque chose, de me débarrasser en réalité des identités. Et le prochain livre, un autre pays? Eh bien, en fait, non. Oui, je suis sur autre chose. En fait, oui, je crois que là, il est temps pour moi de revenir à là où j'ai grandi, c'est-à-dire mon lotissement en banlieue parisienne. Et là, vous vivez à Monaco, non? C'est où vous vivez maintenant? Oui, entre Paris et Monaco. Et je vais un peu raconter ça, en fait. Je vais être sur un travail un peu plus personnel, sur un lotissement. Merci Frédéric. Merci à vous bon pour votre accueil et Merci. vive Saint-Etienne, parce que je suis très heureux ici. Bonjour Monsieur le maire, Monsieur le sénateur, toujours. Bon, un nouveau livre sur Saint-Etienne et un très très bon livre. On apprend plein de choses sur votre mandat, sur vos deux mandats. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces deux mandats sur Saint-Etienne? Moi, ce que j'ai voulu faire à travers ce livre, c'est expliquer aux Stéphanois et aux gens qui s'intéressent à Saint-Etienne comment ça se passe en fait, comment on prend des décisions, comment se sont montés les projets. Comme vous le dites, il y a beaucoup de projets qu'on a mis en place à l'époque, entre la deuxième ligne de tramway, le Zénith, la Cité du Design, et donc expliquer un petit peu le cœur du réacteur
comment quand on est maire, on prend les décisions et avec qui on les prend et puis après comment ça se passe. Voilà. Et j'ai juste une petite question. Vous avez parlé de projet. Est-ce qu'il n'y a pas une frustration quand on lance quelque chose et que c'est son successeur qui finalement en bénéficie et l'inaugure? Oh, écoutez, le principal c'est que ce soit inauguré déjà, voilà. Donc, ça existe. Oui, tout à fait. Et puis bon, parfois quand ceux qui l'inaugurent étaient ceux qui l'avaient critiqué, il y a une forme de petite ironie, voilà, qui n'est pas bon. Voilà. La critique doit être constructive. Exactement. Et quel projet vous êtes le plus fier sur vos 2 mandats que vous retenez Alors, écoutez, en tout cas, ce que me disent les gens aujourd'hui, c'est qu'ils sont très contents du tramway, ils sont très contents des espaces publics qu'on a rénovés, comme la plage Jean Jaurès par exemple, avec tous les cafés qui sont autour. Le Zénith plaît beaucoup aussi, l'architecture et puis les spectacles qui s'y donnent, le fil dans le domaine des musiques actuelles. Il y a aussi la Cité du Design avec la Biennale et l'école d'art et de design. Globalement, moi ce qui me fait plaisir, c'est de comprendre aujourd'hui ou de voir aujourd'hui que ce qui avait été très très critiqué à l'époque, il y avait beaucoup de polémiques. Aujourd'hui, ça fait partie du bien commun, les gens sont satisfaits et je n'entends plus de critiques. Même hier, un monsieur est venu me voir et très, très franchement, il m'a dit, moi j'étais très critique à l'époque de la Cité du Design. Il me dit, je dois reconnaître qu'aujourd'hui, c'était un beau projet. Donc voilà, ça veut dire que c'est gagné. 20 ans après, on a gagné, voilà. Est-ce qu'il y a des regrets? Non, des regrets. Des choses que vous auriez vues naître et qui ne sont pas nées? Alors ça, oui, il y a beaucoup d'idées qu'on a et qu'on ne peut pas mettre en œuvre parce que tout simplement, on manque de temps, on manque de moyens ou bien les circonstances ne s'y prêtent pas. Oui, bien sûr qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais voulu continuer. Je parle souvent d'un tramway sur le Conforiel jusqu'aux universités. C'est des grands chantiers là. Oui, des gros chantiers. Et puis alors, oui, peut-être qu'aujourd'hui, le monde change vite. Peut-être qu'aujourd'hui, il faut davantage associer la population au quotidien. Je veux dire, quand on est élu maire, on est élu pour 6 ans, mais il ne faut pas se dire on est élu pour 6 ans, puis on revient vous voir dans 6 ans. Je trouve que c'est tous les jours. Tous les jours, il faut expliquer, il faut discuter, et puis il faut être sur le terrain. Être sur le terrain, dans une démocratie vivante. Il faut accepter que les gens vous donnent leurs idées tous les jours. On le voit au niveau national, mais c'est également vrai au niveau local. Et votre réflexion, c'est quoi pour l'avenir? Moi, je me dis souvent, quand on vient à Saint-Étienne, il y a beaucoup de choses qui ont changé. On voit beaucoup de devantures qui sont pas très belles. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi besoin de démolition, de créer de nouveaux boulevards, de créer des zones de vertes, hein, j'ai envie de dire, des pelouses? Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à mener là aussi? Vous avez complètement raison. Il faut qu'on ait des grands projets, ne serait-ce que pour, végétaliser la ville. Parce que d'ici 2050, on va gagner quelques degrés. Les étés risquent d'être insupportables. Et donc le seul moyen qu'on ait dans les villes aujourd'hui de supporter cette température, c'est d'avoir des arbres dans les villes. Et donc il faut en mettre beaucoup plus. Moi j'en avais planté 10 000 à l'époque, mais on peut encore faire beaucoup plus. Par exemple, devant la gare de Château-Creux, je pense qu'on pourrait avoir presque des bosquets qui soient là pour végétaliser davantage la ville. Et puis, je pense qu'il faudrait, au niveau de l'agglomération, au niveau de la métropole, avoir un grand projet pour aider les entreprises, notamment les PME et les PMI qui sont nombreuses, mais dont on ne parle pas souvent et pas suffisamment. Celles qui travaillent dans le domaine du textile médical, celles qui travaillent dans le domaine de l'armement, celles qui travaillent dans le domaine de la médecine, à tout point de vue. Il y a des gens qui font un excellent travail et qui mériteraient d'être encore plus soutenus. Donc voilà, il faut que le maire soit celui qui soutient les énergies. Est-ce qu'on peut parler du procès, peut-être? Oui, bien sûr, j'ai assisté au procès en tant que partie civile. C'est pas très drôle parce que ça rejaillit de façon très négative sur la ville. C'est une très mauvaise image pour la ville. Et maintenant, il faut attendre la décision du tribunal le 1er décembre. Et j'espère qu'à partir de là, on pourra passer à autre chose et parler de l'avenir de Saint-Étienne autrement. Et vous qui êtes un expert et qui avez baigné là-dedans, si j'ose dire, qu'est-ce qui va se passer le 1er décembre? En fonction de la décision du tribunal, on peut voir soit Gaël Perdriau est invalidé, il ne sera plus maire. Donc il démissionne. Alors, s'il est invalidé, c'est automatique, il n'est plus maire du jour au lendemain. Donc on réélit un nouveau maire. Enfin, il y a réélection. Oui, en interne, absolument, en attendant les municipales. Comment ils vont faire? Est-ce qu'il y aura le quorum s'il n'est plus là? De toute façon, c'est une décision. La procureure générale a fait des réquisitions sévères. Elle a proposé dans ses réquisitions
à la fois des peines de prison pour les prévenus, des amendes, et pour ce qui concerne Galpadrillo, elle a demandé son invalidation. Donc si c'est suivi par le tribunal, à ce moment-là, c'est en interne, le premier adjoint peut-être, qui sera maire pendant les 4 ou 5 mois avant les municipales. Merci. Merci, Merci à vous. Moi, Et... j'ai une dernière question. Quand on écrit un livre comme celui-ci, combien de temps il faut? Est-ce qu'il y a des recherches ou c'est juste des souvenirs? Oui, alors il y a des souvenirs, mais il y a beaucoup de recherches. J'ai relu tous les conseils municipaux depuis 1983. Voilà. Ils sont aux archives municipales. À l'époque, tout n'était pas numérisé, mais beaucoup de choses sont numérisées. J'ai relu beaucoup d'articles de journaux. Dominique Goubatian m'avait confié tous ces articles de journaux parce qu'il avait suivi à peu près la même période. Non, j'ai beaucoup documenté parce que je voulais essayer d'être précis dans les dates, dans les chiffres. Dans le livre, on le voit. Voilà, j'essaye de Citer toutes les ressources. Hein. Voilà, exactement, pour que ce soit à la fois un document d'histoire de Saint-Étienne, mais aussi mes impressions personnelles, bien entendu, donc ma mémoire aussi à moi. Voilà. Donc la durée, c'était combien de la première ligne à la dernière? 2 à 3 ans, en gros. 2 à 3 ans. Ouais, 2 à 3 ans. Énorme travail. Oui, c'était un gros travail, mais bon, du jour où je m'y suis mis, après, je me suis dit, il faut aller jusqu'au bout. Voilà. Et est-ce que c'est un livre vraiment pour les Stéphanois ou d'autres gens d'autres régions peuvent s'y intéresser? Alors, d'autres gens s'y intéressent. Par exemple, lundi, je suis à Paris pour une formation de fonctionnaires étrangers. Et je cite souvent le cas de Saint-Étienne, parce que dans le monde, il y a beaucoup de villes comme Saint-Étienne qui ont souffert des problèmes industriels. Et les gens sont intéressés de savoir comment on a fait à Saint-Étienne pour reconvertir, par exemple, Manu France, Giat Industrie, enfin bon, voilà. Et donc, il y a des méthodes de travail qu'on échange entre collègues ou gens intéressés par l'histoire des villes. Et donc, je prends souvent le cas que je connais le plus, c'est-à-dire celui de Saint-Étienne. Voilà. Merci à vous, monsieur Natomer. Merci à vous bonne dédicace. et bravo pour votre travail d'information. Merci beaucoup. Jean-Michel Bussy. Bonjour. Bon, pas parrain cette année, mais toujours fidèle à cette fête du livre de Saint-Étienne. Un nouveau livre? Oui, c'est ça, moi je reviens à peu près tous les 2 ans à la fête du livre, donc ça faisait 2 ans, j'étais venu pour 3 vies par semaine et là je reviens pour Les Ombres du Monde. Et le deuxième aussi, là, celui qui est sorti en poche. Alors il y a Les Assassins de l'Aube qui est sorti entre deux, donc effectivement j'ai pas eu l'occasion de le signer à Saint-Étienne, celui-ci non plus. Bon, le Rwanda, je suis surpris, je ne pensais pas que vous allez écrire sur un pays à l'étranger, mais comme formation en géographie, peut-être vous donnez l'idée d'aller plus loin, qu'on ouvre les horizons. Mais pourquoi le Rwanda? Oui, moi j'étais professeur de géographie politique avant d'être écrivain et le Rwanda fait partie des pays sur lesquels j'ai beaucoup travaillé en tant que chercheur, et notamment sur le génocide des Tutsis au Rwanda, qui est un des faits majeurs de l'humanité, puisque c'est un des 3 génocides reconnus par l'ONU. Ça s'est déroulé en 1994, donc c'est le dernier génocide que l'humanité ait vraiment connu de ce point de vue-là. Et donc moi j'avais depuis très longtemps envie de mêler une fiction, c'est-à-dire un roman, ce que je sais faire, c'est-à-dire un thriller, un roman policier, un roman d'aventure, un roman d'amour aussi, de secrets de famille avec beaucoup de twists. Donc on retrouve, j'espère, les ingrédients de mes autres romans, mais de greffer quelque part mon art du suspense à la grande histoire, et en particulier cette histoire du Rwanda qui est incroyable et qui est souvent très méconnue par les Français, alors que paradoxalement, les Français ont été très impliqués au Rwanda. Et donc, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand les lecteurs me disent « On a dévoré ce livre en 2 jours, on ne pouvait plus le lâcher, c'était bouleversant. » Et en plus, on a appris des choses sur le Rwanda, on a compris surtout des choses sur le Rwanda, et puis surtout, on n'est pas très fiers du rôle que la France a joué, alors que souvent les gens étaient finalement un petit peu manipulés par l'information parce qu'ils ne s'y étaient pas intéressés avant. Et on le voit bien dans les livres, ils avertissent que ça va exploser. On est surpris, ils n'y croient pas à l'Élysée. Qu'est-ce qu'on fait? On y va pas? Comment on intervient? C'est assez exceptionnel. Tous ces ratés français... ils ne voient pas que le massacre arrive, on leur prévient, mais ça ne se passe pas comme ils veulent. Mais à la fin, moi, ce qui m'a étonné dans le livre, c'est comment on reconnaît un Tutsi, comment on reconnaît un Hutu. Ouais. Et que vous arrivez, vous faites une réponse un peu sibylline, où c'est pas possible de reconnaître, mais ils ne s'attendent pas. Oui, alors il y a plusieurs choses. D'abord, c'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est un massacre des Tutsis par l'ethnie majoritaire, les Hutus, mais qu'il n'y a pas de différence entre les Tutsis et les Hutus. Ils parlent la même langue, ils prient le même Dieu, ils sont tous catholiques, et puis même physiquement, c'est très difficile de les reconnaître. Donc c'est une distinction arbitraire sur la carte d'identité. Donc ça, c'est unique dans l'histoire de l'humanité, d'avoir créé comme ça une différence entre eux dans un peuple, d'avoir coupé un peuple en deux,
et finalement d'avoir fabriqué un bouc émissaire. Et donc il y a ça, et puis après tout est vérifiable, c'est-à-dire le génocide il se déroule en 94, depuis il y a eu des procès internationaux, il y a eu des jugements, il y a des traqueurs de génocidaires, on sait qu'il y a encore des génocidaires qui habitent en France, et tout ça, les lecteurs peuvent le vérifier sur internet, regarder les journaux d'information, par exemple je parle d'un lanceur d'alerte, d'un humanitaire qui va en direct sur le journal de France 2 quelques semaines avant le génocide, prévenir de ce qui se passe devant des millions de Français. Dans le journal de Bruno Mazur, il dit « Le génocide se prépare, on peut l'empêcher, mais c'est maintenant. Et personne n'agira et le génocide aura lieu. » Donc, et des exemples comme ça, on peut les multiplier dans ce livre. Donc j'espère que je crée une tension. C'est un peu comme Titanic. On sait évidemment comment le livre va s'achever. On sait que le génocide aura lieu. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir tous les instants où le génocide aurait pu être empêché et où il y aura quelque chose qui va rater dans la prise de décision et qui fera que mes héros, qui sont souvent des démocrates, des juges, des gens qui se battent pour empêcher le génocide, finalement n'y arriveront pas. Avec Gaël Faye, vous êtes les deux auteurs français qui parlent de ce génocide du Rwanda, qui l'ont mis en avant. Et est-ce que vous pensez que ça peut se reproduire ou pas, ce génocide dans ce pays-là? Ça peut repartir ou pas? Alors oui, il y a Gaël Faye, il y en a d'autres, il y a Scholastique Mukasonga qui a eu le prix Renaudot, qui est aussi une Tutsi qui a réchappé du génocide et qui a écrit des livres absolument magnifiques, et il y en a d'autres. Alors, ce qui est très intéressant aussi dans le génocide des Tutsis au Rwanda, c'est le Rwanda moderne. On l'a vu récemment avec le championnat du monde de cyclisme, on a vu beaucoup le Rwanda à la télé. Oui, alors un petit peu le football aussi. Et le Rwanda, c'est un pays moderne, c'est un pays où on peut faire du tourisme. Par exemple, les joueurs du PSG ont leur maillot d'entraînement, c'est marqué Visite Rwanda depuis des années. Il y a donc pas mal de touristes français qui vont au Rwanda à cause de cette publicité en fait pour le Rwanda. C'est au Rwanda qu'on peut visiter, aller voir les gorilles de montagne, découverts par Daniel Fossé. Ouais, les gorilles ont un grand rôle dans mon roman aussi. Donc oui, donc le Rwanda a cette image et essaye de se doter d'une image moderne. Et c'est aussi un roman d'espérance parce que c'est montrer comment un pays, après un tel drame, je rappelle, pratiquement 1 million de morts, près d'1 million de gens qui ont été accusés d'avoir participé au génocide. Donc c'est effectivement un génocide fratricide. Et néanmoins, ce pays s'est reconstruit, ce pays a travaillé et sans pardonner, mais a réussi à vivre ensemble. Et ça, c'est grâce aussi, je l'espère, à ce qu'on a appris du passé, notamment le travail qui a été fait après le génocide au Rwanda s'est beaucoup inspiré de tout ce qui a été fait par la Shoah, des travaux comme ceux de Jean Asfeld. Enfin, il y a effectivement tout un travail sur la mémoire, sur la parole qui a été fait. Et ça, c'est quelque chose de très universel. C'est comment, après un génocide, deux peuples peuvent se réconcilier. Et évidemment, quand on pense à tous les conflits dans le monde, on se dit, il y a un conflit, le conflit s'arrête, parfois il y a un génocide, parfois il y a juste des crimes de guerre, mais il faut revivre après. Et comment on y arrive à vivre après et à installer une paix durable. Et ça, l'exemple du Rwanda, c'est le pire de ce qui a pu se passer dans l'humanité. C'est aussi un exemple de reconstruction. Une autre question qui est un peu plus proche, moins loin que le Rwanda. On a vu à la télévision une de vos œuvres qui était adaptée. Comment ça se passe? Est-ce que c'est pour vous une consécration ou alors c'est une façon différente de travailler? Oui, c'est une façon, enfin c'est à la fois les deux, c'est une consécration, c'est une façon différente de travailler. Il faut bien voir par exemple la série Rien ne t'efface, c'est à peu près, c'est plus de 3 millions de personnes qui la regardent en direct, c'est plus d'1 million de personnes qui la regardent en replay, donc c'est assez énorme, ça fait 4 ou peut-être 5 millions de gens qui vont regarder la série. Donc même sur un best-seller, quand j'en vends 500 000, c'est quand même 10 fois moins que de gens. Donc, et ça fait des nouvelles ventes, j'imagine. Alors ça fait un petit peu de nouvelles ventes bien sûr, même si c'est pas forcément les mêmes gens. Souvent mes lecteurs me disent, j'en vois beaucoup là à Saint-Étienne, ça se passe en Auvergne, donc on est voisins, il y a beaucoup de gens qui connaissent très très bien le lac Pavin, le Puy de Sancy, et qui me disent « Ah non, moi je regarde jamais les séries quand j'ai lu un livre parce que je suis déçu », et puis les gens qui ont regardé la série ne sont pas forcément toujours des lecteurs. Donc, mais oui, c'est une consécration parce que c'est incroyable d'avoir des personnages de mes romans qui vont devenir comme ça, qui vont être interprétés par des acteurs absolument formidables, comme dans la série. Gwendoline Amon, par exemple, qui incarne mon héroïne. Donc, non, bien sûr, c'est une consécration. Après, j'ai pas la main sur tout. Bien sûr, il faut laisser travailler les scénaristes. Le réalisateur fait ses choix. La production fait ses choix. TF1 aussi a des choix. Donc, au final,
Je suis un peu le dernier à pouvoir donner mon avis une fois que j'ai vendu le livre, mais néanmoins, moi, je ne fais pas la fine bouche. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup aimé cette série. Ceux qui ont lu le roman, parfois, ont pu pointer les différences, mais ça, c'est toujours le jeu quand on est adapté. Eh bien, il faut accepter d'être trahi. J'avais une question, mais vous aviez en partie répondu. J'avais envie de vous demander quel était le pourcentage de votre travail dans cette série. C'est très peu finalement. Alors, moi j'amène On voit que vous êtes crédité au générique. Oui, bien sûr, j'amène le roman. Alors après, ce qui se passe très concrètement, ce qu'on définit, ce qu'on appelle une Bible, c'est-à-dire qu'on travaille avec les scénaristes au départ sur ce que je veux absolument garder et ce que j'accepte de lâcher en fait. Et c'est à travers cette Bible après que les scénaristes peuvent travailler. Donc là, on a dès le départ, les scénaristes m'ont dit, il y a des personnages qu'on ne peut pas garder, il y a des twists dans le roman, des rebondissements qu'on ne va pas pouvoir garder parce que ça marche dans le livre, on ne pourra pas les montrer à l'écran. Il avait besoin, par exemple, de remonter des personnages de policiers. Moi, dans mon roman, les policiers ne jouent pas un très grand rôle et souvent dans les séries, ils aiment bien avoir des policiers un peu plus présents. Donc là, les policiers ont joué un beaucoup plus grand rôle que dans mon roman. Bon, mais tout ça, on le discute un petit peu au départ. Et une fois qu'on est d'accord, après, je laisse travailler entièrement. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'une fois que les scénaristes eux-mêmes, on s'est mis d'accord, les scénaristes eux-mêmes vont faire 20 versions de la série parce qu'eux-mêmes n'ont pas forcément le dernier mot. Et à un moment donné, ils doivent discuter, comme je disais, avec la production, la chaîne. Il y a des choses qui coûtent trop cher, il y a des lieux, des choses qu'on ne peut pas tourner à tel endroit. Et puis, il y a aussi des choix de scénario qui font que, par exemple, une série, là, c'est 6 épisodes, donc il faut qu'il y ait des rebondissements à la fin de chaque épisode. Donc, c'est pas du tout structuré comme un roman. En général, moi, dans mes romans, j'essaie de retenir la vérité le plus longtemps possible pour que le lecteur ait dans les dernières pages la résolution de l'énigme. Et c'est vrai que souvent sur une série télé, il faut que les gens puissent revenir la semaine d'après, donc il faut lâcher un certain nombre d'informations un peu plus tôt que dans un roman. En tout cas, c'est comme ça que s'organisent souvent les séries télé, et on ne peut pas faire tout dire dans le dernier épisode. Donc voilà, donc du coup ça force les scénaristes à dire ça on va le révéler un peu plus tôt que dans un roman. La mécanique est légèrement différente donc. Oui, la mécanique est différente, et puis souvent quand même les romans policiers peuvent se permettre d'être à la fois plus compliqués parce qu'il y a plus de pages, il y a plus de détails, on est dans la tête des gens, donc on peut être un peu plus compliqué, un peu plus tordu, un peu plus choral, et puis parfois on peut un peu plus tricher aussi dans un roman, parce que les gens vont pas vérifier les lieux, vont pas vérifier les dates, voilà. Alors que dans un film, on montre les choses, donc quelque part, il y a des choses sur lesquelles on peut pas complètement tricher, on est plus dans le réel. Dans le roman, les gens vont faire leurs propres images, donc il y a des petites choses sur lesquelles on peut... on peut jouer justement sur l'écart entre ce qu'on écrit et ce que les gens vont imaginer. Merci Michel Bussy, merci. Un grand merci à vous, bonne fête du livre. Merci pour cette énorme gentillesse. Voilà. Marie Perrin et André Buffard, bonjour. Bonjour. Coup de maître, comment est née l'idée d'écrire ce livre tout simplement? Écoutez, très simplement, en ce qui me concerne, depuis le début de ma carrière, j'ai conservé un certain nombre de dossiers intéressants en sortant de l'ordinaire, en me disant toujours qu'un jour, peut-être, si j'avais le temps, j'écrirais. Il s'est trouvé que depuis une dizaine d'années, je côtoie Marie Perrin au tribunal de Saint-Étienne, puisqu'elle est chroniqueuse judiciaire, que même si nous avons des sujets de désaccord et quelquefois sur des affaires importantes, nous nous apprécions professionnellement. Et Marie Perrin, un jour, m'a dit et si on écrivait sur toutes ces histoires que tu as vécues, est-ce que tu serais d'accord? Est-ce que tu serais disposé à répondre à un certain nombre de questions sur le métier, sur ta carrière, et puis aussi à ce qu'on écrive sur un certain nombre d'affaires que tu as connues. Voilà, c'est de là d'où est né ce projet, et puis très rapidement nous l'avons mis en route. Comme on est dans le milieu de la justice, Oui. est-ce qu'il y a un droit de réserve, des choses qu'on ne peut pas sortir, des choses qu'on doit garder dans des dossiers classés? Il y a deux choses. D'abord, on peut parler des affaires qui ont été jugées, puisqu'elles ont été publiques, que les éléments sont publics. Après, même si ces affaires ont un caractère public, vous devez toujours faire en sorte de ne pas citer les noms ou les lieux pour que les descendants ou ceux qui ont pu connaître ces affaires-là se sentent impliqués ou puissent souffrir de l'évocation de l'affaire. Quelle est l'affaire qui vous a plus impressionné dans toute votre carrière?
C'est difficile parce que, si vous voulez, toute affaire est exceptionnelle quand on la vit et quand on la plaide. Si vous me demandez quelle est l'affaire qui m'a le plus marqué dans la dernière période, je vous dirais naturellement le procès Artigues-Perdriau à Lyon, mais je pourrais vous parler aussi bien sûr de l'affaire Roman, de l'affaire Chanal, de Carlos, mais aussi de beaucoup d'affaires qui n'ont pas eu cette notoriété, mais qui sont tout aussi passionnantes. Vous suivez toujours le foot, vous faites toujours avec les agents, les joueurs, les footballeurs. Est-ce qu'il y a aussi des affaires qui se passent? Alors le foot, le problème est un peu différent. D'abord, je ne suis plus avec l'avion des joueurs, puisque j'ai effectivement vécu ça quand j'étais dirigeant de la Saint-Étienne. Ça fait une 40aine d'années. Donc après, j'ai continué à connaître le foot de l'intérieur, puisque j'ai été l'avocat de beaucoup de joueurs, de beaucoup de clubs, et que j'ai négocié des contrats un petit peu aux quatre coins de la planète. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, j'interviens pour la négociation de contrats pour des joueurs, pour des clubs, mais que je ne suis plus impliqué directement auprès d'un club particulier. Comment vous vivez le fait que la plupart des Français, ou une grande majorité aujourd'hui, rejettent la justice et se disent que finalement la justice n'est pas juste, finalement, le bon terme? Alors moi, je veux bien répondre là-dessus, parce que ce livre, il est fait aussi pour aborder les coulisses de la justice, pour faire comprendre aux gens que la justice, c'est pas simplement une déclaration plus ou moins fracassante sur les marches d'un palais de justice, qu'il faut pousser les portes d'un tribunal, il faut aller voir fonctionner une correctionnelle, une cour d'assises, et c'est ce que ce livre explique aussi. C'est pas que du spectacle, il y a aussi beaucoup de travail derrière, et puis il y a l'innocence, la liberté d'un homme, d'un individu, et il ne faut pas juger comme ça la justice sans savoir, il faut entrer dans les tribunaux et aller regarder comment ça se passe vraiment. Vous voulez nous dire que ce livre a un rôle pédagogique? S'il peut avoir un rôle pédagogique, on en sera très content, parce que moi, c'est ce que j'essaie de faire au niveau du Progrès, avec des coulisses, des rubriques qui s'appellent Un an au palais notamment, mais ce livre aussi, ouais, effectivement, a pour vocation d'expliquer qu'il y a beaucoup de travail derrière tout procès, il y a énormément de travail. Le fait qu'il soit édité avec Le Progrès, c'est une édition qui est finalement locale, ou c'est quelque chose qu'on retrouve dans toute la France? Est-ce que vous allez le présenter dans d'autres régions? Comment c'est prévu finalement cette promotion? Alors, le livre est essentiellement diffusé sur les 5 départements du groupe Progrès, Loire, Haute-Loire, Rhône, Ain et Jura. Mais il est également en vente sur le site internet du Progrès, donc sans aucune frontière. C'est un peu la question bête, parce que chaque fois je pose la question et on me dit aujourd'hui qu'Internet, on peut l'acheter de partout. C'est exactement ça. Et il faut d'ailleurs l'acheter de partout. Et comment il est accueilli par les lecteurs du Progrès? Vous avez des retours un peu? Parce que d'habitude, c'est pas le genre de livre qui sort, le Progrès, dans les choses spéciales. C'est vrai, mais le Progrès essaye de développer justement cet aspect un petit peu local et de promotion des talents locaux. Et les retours qu'on a, c'est exactement ce qu'on voulait faire avec Maître Buffard, c'est-à-dire parler aux gens de Rome, aux gens du droit qui connaissent la justice, mais également inviter le grand public à découvrir cette justice. Et d'après les retours qu'on a notamment aujourd'hui, on a réussi à toucher un petit peu toutes ces couches de lecteurs. Est-ce que entre le moment où vous avez l'idée de faire le livre et le jour où vous le recevez, vous l'avez dans les mains, est-ce que finalement ça correspond à l'idée que vous aviez envie de faire, et ça correspond exactement au message que vous vouliez envoyer dans ces mots? Oui, complètement. Je reconnais que d'abord nous avons travaillé en parfaite intelligence. On travaillait, on a, je crois, la même longueur d'onde, et que ça a beaucoup facilité la lecture et l'écriture, surtout à 80 de cet ouvrage. Mais je dois dire qu'en ce qui me concerne, et je pense que c'est la même chose pour Marie Perrin, il correspond tout à fait à l'esprit qu'on a voulu insuffler dans cet ouvrage. Et il y a un objectif de vente, ou alors c'est du pur plaisir? Vous savez, je crois que Marie Perrin comme moi, nous avons la chance d'avoir un métier dont nous vivons bien. Donc pour moi, l'écriture, c'est un plus. Je n'écris pas dans la perspective de faire fortune avec les ouvrages que j'écris. J'ai plaisir à écrire, c'est une activité très différente de celle qui est la mienne, puisqu'habituellement je parle, et que écrire, c'est quelque chose de très différent, mais de tout aussi passionnant. Et aujourd'hui, vous êtes déjà sur des nouveaux projets, ou alors c'était
C'était Un petit poulain, un petit policier stéphanois. Non, mais alors on est, je crois, l'un et l'autre déjà en piste pour d'autres projets communs et d'autres projets en ce qui me concerne aussi. Naturellement, j'ai fait un break sur l'écriture des polars judiciaires, mais je m'y remettrai très volontiers, puis j'ai plein d'autres idées. Vous savez, je suis un jeune auteur, donc j'ai tout l'avenir devant moi. On sent une certaine complicité, on vous remercie. Et donc c'était le coup de maître d'André Buffard, maître, et Marie Perrin. Merci à vous. Merci Merci. beaucoup. Fais gaffe, c'est BFM. Ouais, je vois. Il est gentil, ce Daniel. VDB, bonjour. Bonjour les amis, Bienvenue à Saint-Étienne. merci. C'est votre première fête du livre à Saint-Étienne? C'est ma première fête du livre à Saint-Étienne. Je ne suis pas beaucoup venu dans ma vie, c'est peut-être la 3e fois que je viens à Saint-Étienne. Donc c'est mon 2e livre, c'est mon 2e salon du livre en tout. Donc très heureux d'être ici. Vous êtes en rodage alors. Je suis en rodage de signature, je me muscle vraiment l'index, le majeur et le pouce. On a l'habitude de vous voir sur les écrans. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire des livres? La lecture de livres qui m'ont fait éclater de rire. Et comme je fais de la comédie et que j'aime beaucoup l'humour et la comédie, lire des livres qui m'ont fait éclater de rire vraiment m'a donné envie de faire la même chose, c'est-à-dire de faire des livres, idéalement pas des livres, enfin c'est bien les livres où on sourit, mais moi je fais vraiment, et donc plein de gens me disent, c'est un retour que je suis ravi d'avoir, c'est les nombreuses personnes qui me disent waouh, on éclate de rire souvent en lisant ton livre et ça me fait plaisir. Et l'inspiration, elle vous vient d'où? Mais en fait, les deux livres que j'ai faits sont autobiographiques aussi. Fou que ça puisse paraître parce qu'ils vont être là, mais t'es qui avec des autobiographies. Et donc en fait, je me suis rendu compte, par exemple, ce livre-là, le dernier, je raconte que des bides, des histoires foireuses, des contradictions, des erreurs de jugement et tout. Et je me rends compte que c'est une somme d'anecdotes qui sont des anecdotes que j'ai beaucoup racontées dans ma vie à des potes. Je me suis dit, putain, mais le truc de ouf qui m'est arrivé à la con. Et au bout d'un moment, je me suis dit, putain, j'en ai beaucoup des trucs à la con qui me sont arrivés. Et je me suis dit, tiens, j'en fais un livre. Et voilà, donc c'est surtout mon parcours de comédien au diapason de tous ces bides et échecs. Et le livre, est-ce que vous allez adapter au théâtre? Est-ce que c'est possible? Non, je pense que c'est pas écrit pour être joué au théâtre. Disons que je pense que s'il y a des gens qui éclatent de rire en le lisant, c'est parce que c'est écrit comme ça, mais je pense que c'est dur de restituer les effets comiques d'un livre exactement au théâtre, pareil. Ça veut dire que quand on écrit un livre ou un spectacle, c'est deux écritures différentes? Ah oui. Enfin, j'ai l'impression, oui. Quand j'écris un spectacle, j'écris pour l'oral. J'écris pour que ce soit dit, comme mes chroniques. Donc j'écris pour que ce soit dit et qu'on n'ait même pas l'impression que ce soit écrit. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait l'impression que c'est des choses qui me viennent comme ça. Donc il faut écrire pour que finalement que ça sorte oralement comme ça en ayant l'impression que c'est improvisé. Et là, on s'amuse plus à aller... On parle souvent de vous en disant c'est le mec qui a une voix un peu spéciale. Est-ce que vous en jouez ou alors c'est dû à votre nom? Ah bah non, oui, j'en joue de ma voix, j'exagère un peu ma voix. Disons, un effet comique que j'aime bien utiliser consiste à me faire passer pour plus bête que je ne suis déjà. Et je le suis déjà pas mal. On devrait jouer à un jeu tous les deux alors. Et donc ouais, on peut faire des bras de fer de débiles. Hein. Et donc j'utilise souvent une voix qui est celle dont tu parles manifestement. Quand je me fais passer pour plus bête que je ne suis, c'est-à-dire c'est le gars, bah attends mais... Enfin, je sais pas, c'est comme il y avait un animal idiot en moi qui s'emparait de la parole. Et vous préférez quoi alors? Le théâtre, les chroniques, les livres ou les trois en même temps? Moi j'aime bien quand ça change. Donc si je fais que des spectacles, ça va être trop routinier. En fait j'ai horreur de la routine, donc j'aime bien changer, varier les plaisirs. Donc bon, la scène c'est quand même mon truc préféré, mais la radio j'adore pour d'autres raisons. Écrire le sentiment de joie qu'on a en écrivant un truc, on se dit ah c'est bien ça c'est bien, ça c'est cool. Et des projets futurs là? Là je suis en train d'écrire mon prochain spectacle en ce moment. Un spectacle et des films peut-être? J'ai des tournages aussi qui arrivent, j'ai un film, je suis dans le prochain Camelot. Et je suis dans aussi un film qui s'appelle Miss Mermaid qui sort en mois d'avril.
Merci à vous. Merci, bonne fête du livre. Bonne fête du livre. Et puis on revient vous voir à Saint-Étienne quand vous venez avec le spectacle. Avec plaisir. À bientôt. Ouais, salut. Merci à vous.